Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous, et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur lemanalshow.com. Dans cet entretien, je rencontre Michael Ferrari, un jeune entrepreneur parti de rien et devenu millionnaire en quelques années. L'argent est parfois perçu comme un sujet tabou, mais au contraire, il faut savoir en parler pour mieux gérer ses finances et l'utiliser comme un moyen pour réaliser ses projets. Michael Ferrari est bien placé pour le savoir, il est passé par des périodes compliquées et a su rebondir en se donnant les moyens de réussir. Il va nous raconter son parcours et partager ses meilleurs conseils pour développer un esprit millionnaire. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Son rêve, c'était de faire un métier qu'il aime, avec le moins de contraintes possible et passer du temps avec sa famille. En quelques années seulement, il a réussi à atteindre tous ses objectifs. Comment ? Eh bien en gagnant sa liberté financière. Il a réussi à multiplier ses revenus par 10 en l'espace de 7 ans seulement et est devenu millionnaire. En 2007, il décide de quitter son poste de salarié pour entreprendre et créer son blog Esprit Riche où il partage des contenus sur l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat. Il teste plein de choses, apprend à gérer son argent et surtout à investir de la bonne manière, ce qui l'aide concrètement à faire fructifier son business de manière considérable. Pour lui, l'argent n'est pas un tabou, au contraire, son message est clair, cela reste un outil qu'il met au service de ses projets et qui l'aide à avoir un impact positif dans la vie des autres. Devenir millionnaire tout en gardant une éthique et des valeurs, améliorer sa qualité de vie et créer de la richesse pour lui et les personnes qui l'entourent, il prône ce qu'il appelle l'argent sage et va partager son expérience avec nous. Michael Ferrari, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Michael, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Parce que j'aurais aimé pouvoir recevoir ces conseils, ces idées quand je me suis lancé. Et donc, ça fait partie... J'ai toujours été dans une démarche, moi, de toute façon, de partager, de transmettre les choses. Donc, voilà, je suis dans la double démarche qui consiste à faire les choses et à transmettre ce que je fais. Alors aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur qui réussit plutôt bien et on va en parler plus en détail. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit flashback pour découvrir un peu votre parcours. Quel genre d'élève vous étiez à l'école ? J'étais un élève assez moyen, c'est-à-dire que j'avais environ 12-13 de moyenne, pas plus. Et j'avais quelques matières que j'aimais bien, dans lesquelles j'étais très bon. Je me souviens que j'ai eu plusieurs années où, par exemple, en biologie, je crois que c'était au collège, je devais avoir 18-20 de moyenne parce que j'adorais ça. Et il y a des matières où, quand je comprenais rien, ça m'intéressait pas, genre les maths à partir du lycée, où là, j'avais plutôt 4 ou 5 de moyenne. Donc j'étais assez... soit j'étais vraiment moyen parce que voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, soit je pouvais faire des miracles en certaines matières quand je trouvais ça intéressant. Quand vous étiez plus motivé, que vous trouviez ça plus intéressant. Ouais, d'accord, carrément. Je comprends. Est-ce que vous vouliez faire de grandes études à la base ou pas spécialement ?
Ah, non, pas spécialement. Seulement, j'ai ma mère qui m'a toujours poussé à faire des études parce que ma mère n'a pas fait d'études et pour elle, bah, la réussite, c'était faire de longues études et avoir un boulot bien payé dans un bureau. Donc pour elle, le seul moyen qu'elle a vu pour nous de s'en sortir, moi et mon frère, c'était de nous pousser à faire des études. Donc j'ai pas spécialement voulu en faire, mais je Vous l'ai l'avez plus fait ou pour moins faire écouté. plaisir à vos parents. Ouais, c'est ça. Et puis je voyais que c'était plaisant de faire des études, que de toute façon, quand j'ai toujours travaillé moi en parallèle de mes études, et je voyais que les boulots que je faisais en parallèle de mes études n'étaient pas très très épanouissants. Donc je me disais autant autant écouter ma mère. Et peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'au bout du compte, j'aurai un job intéressant et bien payé. Et vous êtes allé jusqu'à quel niveau? En fait, j'ai fait plusieurs choses. Moi, c'est un peu particulier mes études. J'ai fait une filière courte, donc j'ai passé ce qui s'appelle un BTS d'informatique. Et je suis allé travailler, donc j'ai travaillé dans une start-up pendant un peu plus d'un an. Et quand la start-up bah, n'a pas décollé, j'ai repris mes études. Donc j'ai refait 3 ans d'études pour avoir après un bac+5 en management et technologie de l'information. Et ça vous sert aujourd'hui, ces études que vous avez suivies? Ah, ça, c'est la question à C'est la 100 000 question euros. fatidique. Je sais pas. Je pense que ça me sert d'une manière dont je me rends pas compte. C'est ce que je me raconte comme histoire. Mais non, directement, non, évidemment que ça me sert pas. Ça me sert plus. Ça m'a servi quand on est dans le moule de l'entreprise. C'est utile d'avoir les codes de l'entreprise. Mais quand on Hmm. n'y est plus, non, ça a plus de. Aujourd'hui, ça a plus de sens, quoi. Alors, vous le dites vous-même, hein, vous avez grandi dans une famille plutôt modeste. Et justement, quel était votre rapport avec l'argent étant plus jeune? Ben, étant plus jeune, l'argent, c'était le sujet dont on parlait le plus et la chose qu'on avait le moins, en fait. Donc c'était un rapport plutôt sous l'angle de la douleur, sous l'angle du manque, globalement, même si on n'était pas à plaindre particulièrement, mais voilà, la limite qu'on avait tout le temps dans tout ce qu'on faisait, c'était non, c'est trop cher. Moi j'ai entendu la phrase c'est trop cher tous les jours ou presque, quoi. C'est trop cher. Oui, un peu Donc comme la majorité des personnes, hein. oui, je pense comme la plupart des gens, bien sûr. Ouais. Et vous m'avez dit avoir commencé à travailler plutôt jeune. Quel a été votre premier job et votre premier salaire? On va dire le premier salaire fixe que j'ai eu après avoir quitté mes études, c'était bah, dans la fameuse start-up en question et dans laquelle je gagnais je crois 900 euros ou 950 euros par mois. Enfin, c'était moins de 1000 euros que je gagnais à l'époque. Donc, vous avez commencé à travailler en entreprise après vos études. Est-ce que le salariat, c'était un choix de votre part ou c'était juste une étape avant d'entreprendre? Non, le salariat, c'était vraiment la route par défaut. Donc, c'était pas du tout un choix de ma part. En fait, c'était vraiment un choix par défaut. Donc, la route que j'ai suivie, c'est le chemin de la moindre résistance. Donc, j'ai suivi ce chemin parce que bah, je savais pas quoi faire d'autre. Comme beaucoup de gens, hein. Donc, à cette époque-là, j'avais pas du tout. Je me voyais pas comme un entrepreneur. Je n'envisageais pas d'entreprendre. J'ai juste suivi la voie qui me semblait la plus facile. Et à quel moment vous avez eu ce déclic pour entreprendre? Bah, en fait, j'ai été salarié. Le premier job que j'ai eu, c'était bah, toujours pareil, hein, comme j'avais pas trop d'argent, j'ai pris un job et j'ai fait valider le projet que je faisais comme un stage. Et en fait, à l'issue du stage, qui durait 3 mois, j'ai déjà décidé de quitter la première société dans laquelle je travaillais parce que c'était tellement inintéressant que je comprenais même pas que des gens se lèvent tous les jours pour venir faire ça et puis acceptent ce genre de job, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut avoir abandonné dans sa vie pour accepter de venir faire ce genre de job inintéressant? Parce que Ouais, ça a là, été une prise de conscience pour vous, bah quoi. ouais, parce que je me souviens, j'avais un collègue désabusé, le collègue cynique de 40-45 ans qui me disait, tu sais, les trucs drôles de l'école, c'est fini, hein. En gros, c'était bienvenue dans la vraie vie. Maintenant, tu vas faire des trucs chiants et c'est normal. Ouais, bon, ça motive pas vraiment pour continuer, en effet. Vous voyez pas faire ça toute votre vie, hein. Bah non, 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 c'était pas très motivant. Et je suis passé comme ça par 2 ou 3 cycles et j'ai fait 3 ou 4 sociétés comme ça en 2 ans. Et je voyais qu'à chaque fois, c'était le même cycle. C'est-à-dire qu'il y avait la nouveauté, j'étais content. Nouvelle société, évidemment, au départ, tout est merveilleux. Au bout de 1 ou 2 mois, on se rend compte de la réalité des choses. Et surtout, quand j'avais envie d'évoluer, d'aller vers d'autres choses nouvelles, d'apprendre et tout ça, on me disait non, il faut patienter. Non, on peut pas changer de projet comme ça. Non, machin. Non, on revient.
il y a un des responsables, je me souviens, il m'avait dit bah, reviens l'année prochaine, on verra pour ton évolution. Mais sauf que moi, j'avais pas envie d'attendre un an, quoi. Et donc en fait, au bout d'un moment, j'ai vu que ce que je cherchais, il y avait un côté nouveauté et un côté challenge que je cherchais dans mon métier en fait tous les jours, au travers de l'apprentissage, et que en fait le moyen de pouvoir vivre ça, c'était au travers de l'entrepreneuriat. Que dans le salariat, je ne pouvais pas trouver ça en fait. Mais vous dites du coup que pour vous, l'entrepreneuriat, c'était le moyen d'être plus libre, c'est ça? C'était le moyen d'être plus libre. Voilà. Alors, ce qui est loin d'être vrai pour la plupart des entrepreneurs, hein, parce que la plupart des entrepreneurs sont quand même, au contraire, travaillent beaucoup plus et ont beaucoup plus de contraintes que les salariés. Des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagneraient en qualité de vie à être salariés. Tout à fait. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je souhaitais. Je souhaitais être entrepreneur et surtout être plus libre. Et surtout, je m'étais dit, au bout d'un moment, de toute façon, si la contrepartie, c'est d'être moins libre, mais de faire un truc intéressant, ben, je suis prêt à le faire, en fait. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, la liberté, c'était une valeur hyper importante pour vous. La liberté et surtout le fait de faire des choses intéressantes, de pouvoir progresser. Donc c'était pas forcément une question d'argent, c'était pas pour gagner plus. Non, oh non, non, pas du tout. Non, 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 parce que je gagnais déjà, on va dire, bien ma vie hein, avec le salaire que j'avais en tant que salarié au début de carrière. Je gagnais bien mieux que mes deux parents réunis, ce qui était un peu fou pour moi. Donc c'était pas l'argent. L'argent, j'en avais, je pouvais vivre correctement, faire ce que je voulais, mais c'était vraiment plus de pas m'ennuyer toute la journée, quoi. Oui, Je pas passer mes journées à m'ennuyer, puis à faire que des choses inintéressantes et que je ne pouvais pas décider. Et comment vous avez gagné votre premier euro en tant qu'entrepreneur? C'était tout simplement avec de la publicité sur mon blog. Je diffusais de la D'accord. publicité parce que j'avais acquis du trafic et pas mal de trafic. Et donc ça a été avec les réseaux publicitaires à l'époque, AdSense, Oui. le système Google que j'utilisais au départ. Après, même si c'est quelques euros ou quelques dollars, comme vous le disiez, ça procure quand même un sentiment de satisfaction. C'est assez fort de se dire, j'arrive à générer de l'argent avec ce que je fais moi-même. Ah oui, c'est un sentiment incroyable ça, de faire même les premières ventes, parce qu'après j'ai commencé à vendre un e-book un livre numérique que j'avais rédigé, et là c'est assez grisant hein, de faire ces premières ventes. Moi je me souviens, j'étais au boulot et puis je voyais les notifications avec les ventes que j'avais réalisées. C'est super, super grisant. Pourtant c'était encore là, c'était pareil, c'était quelques euros par rapport à mon salaire de l'époque qui était, c'était en comparaison pas grand chose, mais c'est tellement grisant de se dire on peut choisir, on peut avoir la liberté en travaillant plus, de gagner beaucoup plus, etc. que ça fait une différence fondamentale, quoi. Aujourd'hui, quelles sont vos différentes sources de revenus? On va dire, j'ai trois principales sources de revenus. J'ai la partie immobilier avec les loyers que je peux encaisser. J'ai la partie bourse avec les dividendes que j'ai mis en place, les portefeuilles que j'ai mis en place qui me procurent du dividende. Et j'ai la partie en ligne avec la partie entrepreneuriat, avec l'accompagnement que je propose aux gens. Donc je propose des formations sur ce que je fais, l'investissement immobilier, la bourse, pour les aider à réussir. Donc voilà, j'ai ces trois principales sources de revenus. Après, on peut les décliner parce qu'on peut imaginer, on peut décliner en projet, etc. Ça pourrait faire beaucoup plus, mais les trois principales, fondamentalement, c'est ça. Est-ce que vous avez développé ces activités au fur et à mesure du temps? D'abord votre blog, puis vos investissements en bourse et dans l'immobilier? Ou c'est quelque chose que vous avez fait en même temps, avec un plan en tête? Non, j'ai fait ça de manière progressive. Donc j'ai d'abord développé la partie business en ligne, qui était pour moi qui est la plus difficile à mettre en œuvre. Donc j'ai d'abord commencé par développer ça, dans laquelle j'ai en fait réutilisé beaucoup de compétences que j'avais avant, que j'ai apprises dans le monde du salariat au départ. Et après, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et en bourse. Donc ça s'est fait étape par étape pour aussi me donner les chances de faire ça correctement à chaque fois. Alors Mickaël, on dit souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est un sujet qui touche tout le monde, hein. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu de nombreuses demandes pour parler de cette thématique. Donc il y a un réel intérêt autour de la gestion des finances. Et pourtant,
ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire, gérer nos finances, ou à laquelle on nous prépare quand on est à l'école. Donc pour pallier à ça, vous proposez de faire ce que vous appelez une éducation financière. Qu'entendez-vous par là? Ben, l'éducation financière, c'est vraiment le fait d'avoir des connaissances sur ce que c'est réellement l'argent, sur ce que c'est réellement un crédit, sur ce que c'est réellement un investissement, et de pouvoir, comme ça, de cette manière-là, développer ce que j'appelle moi sa liberté financière, c'est-à-dire maîtriser ses revenus pour pouvoir en face se payer son style de vie sans se contraindre, ou en tout cas avec le moins de contraintes possible. Et effectivement, il y a une époque où il y avait des cours de budget à l'école. Il y a une époque où il y avait des cours sur la gestion des finances à l'école. Ah bon, Cette c'est époque vrai, est moi j'ai pas révolue. connu ça. Ouais, cette Il époque y est a, bien très, il y a révolue très, alors. très, je ne l'ai pas connu non plus. Hein. C'est bien avant. Je D'accord. pense que c'est l'époque de mes parents et peut-être même avant. Ah, Et, euh, et donc voilà, c'est effectivement quelque chose que l'on n'apprend pas. puisque c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, vous êtes formé comment? Ben, alors moi, je suis assez, comme on l'a dit, j'aime bien expérimenter et je suis très pragmatique. Donc moi, je prends les questions et je regarde quelle est la réponse la plus pragmatique et scientifique possible qu'on peut apporter. Donc j'ai commencé à regarder, ok, bah, par exemple, chaque mois on dépense, on est en débit chaque mois. Qu'est-ce qui fait qu'on est en débit? Ben, on prend les raisons de manière rationnelle les unes après les autres et on regarde, ben, c'est peut-être simplement qu'on dépense plus que ce que l'on gagne. Et comment est-ce qu'on fait pour ajuster l'un, c'est-à-dire soit gagner plus, ou l'autre, soit dépenser moins. Et donc j'ai commencé comme ça à découvrir déjà ce premier aspect de la gestion finance, qui est assez basique. Et ça m'a amené très rapidement au côté psychologique des choses. Et donc j'ai beaucoup Oui. travaillé moi sur la psychologie des choses, sur la relation qu'on a à l'argent, sur ce que l'argent représente pour nous, donc tout le côté inconscient. Et ça a été un travail passionnant que j'ai fait sur moi et qu'après j'ai appris à pouvoir faire pour les autres sur toutes les croyances qu'on appelle les croyances limitantes, hein, Limitante, c'est-à-dire oui. tout ce qu'on pense être vrai mais qui ne l'est pas et qui en fait définit notre monde et surtout définit nos limites sur je ne peux pas gagner plus que ça, ou je ne peux pas faire tel métier, ou je ne peux pas être entrepreneur parce que c'est pas pour moi, ou voilà. Oui, oui, Ou on alors se met des sur les freins et des dépenses. blocages nous-mêmes en fait, hein. Exactement. Bah, de toute façon, 90% des freins. Les seuls blocages réels qu'on a, c'est que oui, on peut pas devenir champion du monde d'athlétisme parce il y a des limites physiques. Mais quand c'est pas des limites physiques, les trois quarts du temps, c'est simplement des limites mentales qu'on s'est imposées. Alors pour que je Parce que comprenne bien, juste quand vous avez décidé justement de décortiquer vos dépenses, comment ça s'est fait en fait? Vous avez limité vos dépenses? Vous avez tenu un tableau Excel par exemple, en notant vraiment toutes les dépenses que vous faisiez? oui, déjà, c'est faire ce qui s'appelle simplement une addition. On prend tout ce qu'on a gagné. Généralement, il n'y a qu'une ligne. On prend tout ce qu'on a dépensé. On fait une addition. On regarde c'est quoi l'écart qui reste. Après, c'est de faire un peu une analyse par catégorie de dépenses. Ok, bah, concrètement, comment j'ai dépensé mon argent? Et après, c'est de mettre de la conscience, c'est-à-dire de choisir, ok, là, qu'est-ce que je choisis de garder? Qu'est-ce que je choisis d'arrêter? Euh, et, euh, et si j'ai des choix à faire qui sont durs, parfois j'ai des personnes qui me disent dans mes programmes de formation, il y en a qui déménagent. Ils déménagent pour payer moins de loyer ou qui revendent Oui. leur maison, la maison qu'ils avaient achetée parce qu'ils se rendent compte que ça leur coûte trop cher pour partir en location. Donc des fois, il y a des choix difficiles à faire comme ça. Donc ce que j'ai fait moi au départ, c'est vraiment de poser et de constater les chiffres, de voir les vrais chiffres. Parce que la raison principale pour laquelle les gens ne s'en sortent pas avec l'argent, c'est qu'ils ne connaissent pas en fait les chiffres. Oui, c'est vrai, Ils c'est vrai. À s'imaginent. partir du moment où on Ici, définit, on connaît, on sait où vont nos dépenses, déjà, je pense qu'on a un choc. Parce que là, on se rend compte à quel oui, point on dépense dans des domaines qui n'en valent pas forcément la peine. Mais en plus, on exactement. a vraiment une prise de conscience et on a envie d'agir, hein. Enfin, en tout cas, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous, justement, vous avez commencé par rogner sur quelle sorte des dépenses? Alors moi j'étais plutôt économe à la base, alors je sais peut-être l'histoire avec mes parents qui a fait ça, mais je suis pas quelqu'un de très dépensier. Donc j'ai vu que moi mon problème c'était vraiment de gagner plus. C'était vraiment de pouvoir gagner plus. Et j'ai vu aussi derrière la conséquence de ça, c'est que j'ai vu que en fait j'étais le seul à fournir l'effort. J'étais le dans la
dans le quotidien, en train le seul à travailler, le seul à gagner de l'argent. Donc, il fallait que j'ai des choses qui travaillent pour moi. Et donc, c'est là que j'ai en fait compris que moi, là où j'en étais, j'avais pas tant à réduire mes dépenses. J'avais surtout à commencer à apprendre à investir pour pouvoir gagner plus. Et c'est Et ça vous que aviez un objectif en tête? Vous vous êtes dit, par exemple, je veux gagner tant d'argent, d'euros de plus par mois? non, 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 je me suis jamais trop fixé d'objectifs comme ça. Parce que je ne savais pas, je connaissais pas les possibilités, donc je n'arrivais pas à poser un chiffre. Par Hmm. contre, ce que je me suis dit, c'est je vais apprendre, je vais investir et apprendre. Et donc, je vais faire des choses qui vont me permettre d'avancer. Donc, par exemple, quand j'ai acheté mon premier appartement, je me suis dit, ok, je vais l'acheter en me disant que il faut qu'il soit rentable. Donc, qu'est-ce que c'est rentable? Comment on sait qu'un appartement est rentable ou pas? Mais en tout cas, il fallait que le premier soit rentable. Et après, j'allais apprendre à faire mieux les fois suivantes. Mais j'avais pas un objectif chiffré, précis en tête, sachant que j'ai toujours, moi, pris les choses en me disant, je veux développer, donc je veux avancer à mon rythme, à ma manière, et donc pas le fait de poser des chiffres, pour moi, c'était un risque trop important de prendre des raccourcis pour atteindre des chiffres. Et du coup, donc vous m'aviez dit, vous avez acheté votre premier appartement. Comment vous avez fait? Vous avez pioché dans vos économies ou vous avez fait un crédit? Non, crédit. Et un crédit à Crédit. 110%, c'est-à-dire emprunter, oui, tout. Alors, ça n'a pas été facile hein, de faire le premier crédit pour moi, de par mon histoire familiale, mais j'y suis arrivé, j'allais dire, et j'ai tout fait financer en fait, les frais de notaire, les travaux, même les meubles à l'époque, tout, tout, tout. J'ai pas mis, enfin, j'ai dû mettre, je sais pas, j'ai dû payer 20 euros pour, je sais pas, des frais que j'ai dû rembourser. Enfin, ça m'a rien coûté l'appartement, zéro. Et pourquoi c'était compliqué pour vous de faire un crédit au départ? Vous me dites, par mon histoire familiale, il y a quelque chose, une anecdote? Ouais, de par le surendettement de mes parents, parce que mes parents sont surendettés en faisant des petits crédits, quoi. Et puis le crédit, ça représente quand même la contrainte, c'est un engagement. En plus, dans l'immobilier, c'est des engagements qui sont sur des durées longues. Et donc, le crédit, malgré tout, philosophiquement, c'est quand même l'opposé de la liberté. Parce que quand on contracte un crédit, c'est un engagement très fort. Donc, c'est vraiment l'opposé de ce que je souhaitais. Et donc, j'ai dû trouver un moyen de réconcilier les deux en disant justement, bah, le crédit, quand il est utilisé à des fins rentables, bah là, il a une bonne utilité. C'est ce qu'on appelle une bonne dette. Et quelle somme vous avez emprunté? Oh, c'était 110 000 euros, je crois, à l'époque. Ah oui, quand même. Alors moi j'ai quand même une question, Michael. Pourquoi avoir choisi d'investir dans l'immobilier? En fait, la seule raison qui fait que l'immobilier est intéressant pour moi, c'est simplement qu'on peut emprunter de l'argent à la banque. Donc j'ai vu que je pouvais me créer du patrimoine sans mettre d'argent, avec l'argent de la banque, et en face le locataire qui rembourse. Voilà, donc c'est le seul intérêt. C'est-à-dire que j'avais pas ces 110 000 euros, je suis allé les demander à la banque, elle me les a donnés, j'achète l'appartement et le locataire rembourse. Voilà. Donc c'est ça D'accord. l'immobilier. Pour ça que j'aime bien l'immobilier. Donc oui, c'était un choix pour vous le plus simple, entre guillemets, pour pouvoir investir et faire fructifier des biens. Donc Exactement. c'était ça en fait Exactement. votre plan, c'était emprunter pour investir. Emprunter pour investir, et c'est toujours ce que j'ai fait jusqu'à présent. T. Harv Eker, que vous connaissez sûrement, qui est auteur du livre Les Oui, secrets d'un esprit millionnaire. Et lui, il dit oui. que pour devenir riche, il faut se mettre dans la peau d'une personne riche et penser comme si on était déjà riche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a un truc qui est vrai là-dedans, que je trouve vrai, c'est que il faut. En fait, pourquoi il dit ça, c'est que un riche, enfin quelqu'un qui est riche, il va oser faire des choses. Et la plupart des gens qui ne sont pas riches, en fait, déjà ils sont bloqués parce qu'ils n'osent pas. Par exemple, je parle d'un truc que j'ai. Je me souviens d'une vidéo que j'avais fait sur ma chaîne où j'expliquais, j'étais à Malte et j'expliquais qu'en fait, on pouvait vivre une expérience de riche pour 5 euros, je crois. C'est-à-dire à Malte, dans les grands hôtels, vous pouvez aller boire un verre, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'on peut l'imaginer, et beaucoup, beaucoup moins cher qu'à Paris, par exemple. Vous pouvez prendre un café, ça va coûter 3 euros, quoi. Et Et d'ailleurs, donc, ça, je c'est disais, quelque chose voilà, qu'il conseille de faire, hein. exactement. D'aller souvent Allez dans vivre des une espaces expérience comme ça, luxueux. Oui, oui, oui. exactement. Pour s'habituer à ce niveau de confort,
pour voir que au bout d'un moment, au départ, on n'y est pas à l'aise, on n'a pas l'habitude, c'est pas notre milieu. Mais plus on y passe du temps, bah, plus on est à l'aise. Des fois, ça nous plaît, des fois, ça nous plaît pas. Et si ça nous plaît et qu'on y vient plusieurs fois, bah, on va se rendre compte qu'on est à l'aise. Que les gens qui y sont, ils sont tout à fait normaux, ils sont comme nous. Oui. Et que voilà, donc du coup, on peut développer cette faculté à se sentir à l'aise avec l'argent, tout simplement. En fait, T. Harv Eker, en disant ça, il veut surtout mettre en avant l'importance du mindset pour réussir dans ce qu'on entreprend. Quels sont les blocages psychologiques sur lesquels vous avez travaillé personnellement pour évoluer? Ouais, moi, j'ai travaillé sur le fait déjà de voir que j'avais tout à fait les capacités d'entreprendre. En fait, croire que tout était possible pour moi. Déjà travailler en termes de mindset sur ça. Et après, j'ai aussi travaillé sur le fait sur la représentation que j'avais de l'argent, de considérer que être ambitieux, vouloir améliorer sa vie, vouloir plus d'argent, en fait tout ça n'était ni bien ni mal. Tout ça était quelque chose qui n'avait pas de valeur, de jugement moral, et que simplement si moi j'avais envie de le faire et que je trouvais que c'était bien dans ma vie et que je trouvais ça intéressant, ben que je pouvais le faire. Donc Oui, j'ai vous travaillé êtes complètement décomplexé sur la question de l'argent, en fait. Ouais, c'est ça. En France, on est quand même les champions là-dessus, hein, sur la relation à l'argent. Il y a plein de préjugés négatifs autour de ça. Donc moi, j'en avais aussi un peu. Et donc j'ai dû travailler sur ça, sur me dire que l'argent, c'était en fait un super outil à avoir et qu'il valait mieux en avoir que courir après. Pour vous, l'argent, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. C'est un moyen. Ah oui, ça a toujours été un moyen de vivre des expériences, un moyen d'être libre, un moyen aussi d'être, de pouvoir vraiment s'offrir des choses qu'on ne pourrait pas s'offrir autrement, quoi. Et c'est pas forcément des choses en plus très chères, hein. J'ai pas des goûts, j'ai pas des goûts très coûteux, mais c'est pouvoir se faire plaisir, quoi. Je sais pas. Je pense, l'année dernière, j'ai acheté une voiture, j'ai voulu acheter une voiture, je suis allé acheter la voiture, quoi. Voilà, Oui. je l'ai payé d'un coup, j'ai acheté ma voiture, et puis c'est fini, quoi. Je me souviens, avec mes parents à l'époque, changer la voiture, c'était une épopée, quoi, parce qu'il y avait la question financière qui était au centre de tout. En quelque sorte, ça vous oui. libère, le fait de gagner autant d'argent, ça libère l'esprit. Ben oui, c'est ce que je dis, moi, c'est ce que je disais. Je disais que ceux qui pensent le plus à l'argent, c'est pas ceux qui en ont le plus, comme les gens aiment à se l'imaginer à chaque fois, c'est ceux qui n'en ont pas. Moi, je pense beaucoup moins à l'argent maintenant. Passer d'une famille surendettée à millionnaire, il y a forcément une démarche psychologique là-dedans. Quelle est la différence entre une personne qui réussit à gagner beaucoup d'argent et une personne qui galère? Déjà, il y a une question de la notion de valeur. La notion de valeur qui est au centre. Alors, pas la valeur des gens, mais la valeur de ce qu'on apporte, la valeur de ce que l'on crée. Une personne qui galère, 9 fois sur 10, elle ne voit pas sa propre valeur, elle ne voit pas ce qu'elle peut créer qui a de la valeur, et souvent elle ne va pas chercher à créer de la valeur. Donc déjà, il y a ce truc de se dire, qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce que je peux créer qui a de la valeur pour les autres? Qu'est-ce que je peux... Et on va... Souvent, il y a un lien avec la notion d'effort. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé dans la vie active, j'étais pas sur le bon mindset puisque je cherchais à faire le moins d'efforts possible. J'étais en mode salarié qui compte ses heures. Et donc, c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que quand on est comme ça, bien évidemment que personne ne va nous confier des opportunités parce que les gens vont se dire, je ne vais pas confier des opportunités au mec qui compte ses heures. Parce que mon projet, oui. Il va pas être entre les meilleures mains. Voilà, donc l'autre grand volet derrière, c'est de se dire, je prends un projet et je vais le faire fonctionner. Ça va marcher, je vais me débrouiller et je vais le faire fonctionner. C'est pas une question d'heure, c'est pas une question de ce qui est écrit dans le contrat. Tout ça, on s'en fout parce qu'au fond du fond, ce qui compte, c'est que ça marche. Et donc, c'est d'être, OK, comment je crée de la valeur, comment je fais en sorte que ça marche. Et ça,
pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Justement, vous bougez, vous, pour atteindre votre liberté financière. Quelles sont les habitudes quotidiennes que vous avez mises en place pour arriver à faire fructifier votre business? Alors, j'ai beaucoup d'habitudes de style de vie. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un qui dort bien, mange bien, fait de l'exercice. Je suis plutôt là-dessus, c'est ce qui me permet de me sentir bien. Donc déjà, de gérer mon énergie, parce que je pense qu'il faut que l'entrepreneur Vous soit avez un bien mode pour de que vie son... plutôt sain. Ouais, bah ouais, pour que son business se porte bien, il faut que l'entrepreneur soit bien, et surtout que ça dure. Et après, pour développer mon business, ben, en fait, je continue à écouter mes clients. Il faut écouter ses clients. Écouter les gens pour lesquels on crée de la valeur. Parce que c'est eux qui vont vous dire ce qu'il faut faire. Au départ, des fois, il faut qu'on imagine qu'on fasse un saut dans le vide parce qu'on n'a pas les clients. Mais quand on a les clients, il suffit de les écouter, de voir là où ils ont des difficultés et de voir comment on peut les aider. Et c'est ça aussi, travailler intelligemment. C'est pouvoir proposer des produits, des services qui correspondent totalement aux besoins de sa clientèle. Mais bien sûr, combien on voit d'entrepreneurs imaginer un projet, tout se passe dans leur tête, ils n'ont jamais eu un contact avec un client, ils passent des années parfois à construire le projet, à le produire, à le mettre sur pied, et puis ils se rendent compte que personne n'en veut. C'est un classique, hein. Donc, écouter ses clients, c'est travailler intelligemment, donc leur poser des questions. J'ai quelqu'un d'ailleurs récemment qui me disait ça, qui me disait tu te souviens, on s'est parlé il y a 8 ans au téléphone, tu avais lancé un sondage pour chercher à comprendre ce qu'on voulait. Alors je m'en souviens pas évidemment, mais c'est tout le temps une démarche que je fais d'une manière ou d'une autre d'écouter ce que veulent les clients, parce que c'est eux qui ont raison. On parle beaucoup de liberté financière depuis le début de cet entretien. Pour vous, c'est quoi exactement la liberté financière? Quelle est votre définition? Ma définition, c'est de pouvoir vivre des revenus de ses actifs. Vivre de ses revenus, du revenu de ses actifs. C'est-à-dire de ne plus échanger 1 heure de temps contre 1 heure de salaire, mais d'avoir différentes formes d'actifs. Ça ne veut pas dire qu'on travaille plus, qu'on fait rien, mais ça veut juste dire qu'on a des revenus qui sont complètement déconnectés du temps que l'on y passe. Et puis aussi, surtout, de se poser la question finalement de combien on a envie de gagner, quel mode de vie on a envie d'avoir, de se poser toutes ces questions qui sont peut-être un peu tabous. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est en rapport avec l'argent, c'est un petit peu tabou quand même en France, hein. On n'ose pas trop donner son salaire, on n'ose pas parler d'argent, quoi. Donc en réalité, c'est de se confronter à cette question, de définir clairement quels sont ses besoins, et puis de mettre en place un plan pour y arriver. Exactement, de prendre ça de manière rationnelle et non plus de manière émotionnelle ou morale. Et du coup, de se détacher vraiment, parce que c'est vrai que depuis le début de l'entretien, vous me répétez souvent que vous n'avez pas forcément comme objectif une somme d'argent que vous avez définie. En revanche, ce que vous voulez, c'est apporter de la valeur, c'est être plus libre. Donc finalement, ce n'est pas faire une fixette sur le salaire ou l'argent qu'on va gagner, mais plutôt sur la manière dont on va le gagner. Exactement, parce que moi, je ne sais plus qui avait dit ça, mais ça m'avait marqué, qui disait qu'effectivement, à la fin, ce qui compte, c'est pas combien vous avez, mais qui vous devenez en chemin. Qui vous devenez en chemin. Oui. Parce que des entrepreneurs malheureux, il y en a plein aussi. Des gens qui ont tout sacrifié. Je veux dire, le travers de l'entrepreneur, c'est de tout sacrifier pour son business. Et donc, des entrepreneurs qui ne voient pas leur famille grandir, il y en a plein. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Ou des entrepreneurs qui font des trucs un peu illégal ou complètement illégal parce qu'ils ont voulu prendre des raccourcis, ça existe aussi. Donc voilà, moi, c'est 2 travers connus dans lesquels j'ai pas envie de tomber, quoi. Donc c'est important effectivement de faire les choses, pour moi en tout cas, pour le long terme. Toujours pareil, moi j'ai une vision long terme dans ce que je fais et une vision durable. Donc j'ai envie de construire des choses qui durent et pas des choses qui marchent 6 mois ou 1 an, quoi. Et peut-être que le fait d'avoir construit une famille vous aide à avoir ce mindset et d'évoluer comme ça, parce qu'à côté, il y a des valeurs fortes, il y a une éthique, il y a une volonté aussi d'apporter quelque chose à votre famille. Et oui, le fait d'avoir une famille, évidemment, ça donne une dimension un peu plus grande. Ça, étonnamment, quand on a des enfants, enfin moi je trouve que ça permet aussi de moins penser à soi. On pense beaucoup plus finalement aux autres, et donc c'est une excellente chose. Et donc oui, on prend du recul et on respire, on fait les choses avec passion, on y consacre du temps, mais voilà, c'est
sans se Avec mettre de sagesse. pression. Et d'ailleurs, vous utilisez ce terme, vous, hein, l'argent sage. Oui, c'est un terme que j'aime. C'est un pote qui m'a dit, si ton slogan c'était quelque chose, ça serait l'argent sage. Et je trouve que ouais, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est un peu à l'opposé de ce qu'on voit avec le bling bling, souvent dès qu'on vous parle d'argent, c'est pour vous montrer c'est pour attiser l'envie chez les gens. C'est très facile hein, d'attiser l'envie chez les gens. Il suffit de vous montrer des belles voitures, un beau style de vie, et ça attise énormément le regard. Donc c'est très facile d'attirer l'œil avec ça. Mais voilà, après, ça fait pas forcément, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Justement, on constate une prolifération de coachs, de vidéos autour de tout ce qui est argent, développement personnel, comment devenir riche. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment sur YouTube. En voyant ce type de vidéos, nous, on a vraiment l'impression que c'est hyper easy, que c'est donné à tout le monde, que c'est à la portée de tous. Puis il y a quand même beaucoup de personnes qui flambent aussi, hein. Oui, Je pense surtout, vous savez, aux vidéos, on voit les coachs dans des super villas avec les voitures de luxe en arrière-plan et qui se vantent d'être dans une ville et un pays différent tous les jours. oui, oui. Bah après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de storytelling derrière. Il y a des chances que ce soit faux une fois sur deux, une fois sur trois. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de gens qui s'inventent une vie parce que c'est tellement simple de raconter aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est tellement simple. Donc voilà. Après, c'est un peu la difficulté avec ce sujet, de toute façon, qui est l'argent, c'est que il y a ces personnes-là, il y a des trucs plus ou moins honnêtes, et en même temps, à côté de ça, moi je l'ai vécu pour l'avoir fait, on peut complètement transformer sa vie financière de manière réelle, quoi, et durable. Donc c'est pas facile de s'y retrouver. Enfin, j'allais dire, j'aimerais pas être à la place de quelqu'un qui débute aujourd'hui et qui voit effectivement toutes ces chaînes YouTube ou tous ces coachs plus ou moins improvisés, la plupart qui vous vendent des trucs qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs. Voilà, donc, et pourtant, parmi ces coachs-là, bah, il y a des gens bien, et parmi ces coachs-là, il y en a qui ont des bons conseils, donc c'est assez dur de s'y retrouver. Donc finalement, il y a peut-être un peu trop d'informations aujourd'hui. C'est difficile de faire la part des choses. Oui, ça, je pense que c'est une des compétences, comme l'être humain s'adapte, je pense que la grande adaptation qui est en cours, c'est la capacité à filtrer l'information, et en tout cas, c'est une compétence qu'on doit développer, de savoir filtrer pour pouvoir sélectionner on va dire une bonne source. Parce qu'effectivement, c'est bien qu'il y ait autant d'informations, parce que c'est bien que l'information circule, mais la conséquence négative, c'est que il faut en face pouvoir filtrer. Moi, c'est vraiment quelque chose que je pense, c'est que je répète souvent, c'est de filtrer l'information. Je le dis aussi aux auditeurs hein, du Manel Show qui m'envoient souvent des messages en disant il y a beaucoup d'informations sur Internet, on entend pas mal de choses, mais finalement, plus on a de l'information, plus on a du mal à mettre en place, parce qu'on ne sait plus quoi faire et qui suivre. Exactement. Donc, à la limite, il faudrait juste définir le domaine dans lequel on a envie d'évoluer et la personne qu'on a envie de suivre, dont on veut s'inspirer, et aller jusqu'au bout en fait de la démarche, sans multiplier les sources d'informations, parce qu'après, c'est une catastrophe, on ne sait plus où donner de la tête. Donc finalement, c'est ça, c'est filtrer et faire les bons choix. Oui, exactement. En plus, en psychologie, il y a un phénomène qui est connu qui s'appelle la paralysie de l'information. C'est que quand on nous propose trop de choix, en fait, on n'arrive plus à décider. Et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que j'ai d'ailleurs plein de personnes dans mes formations c'est ce qu'ils me racontent. Ils me disent, je suivais des informations. J'ai vu plein de trucs sur YouTube. J'ai regardé des heures et des heures de contenu, mais j'ai jamais rien fait. Et en suivant le programme, voilà, étape par étape, et ça me guide. Et puis j'écoute que ça. Et puis voilà, et puis j'ai fait un projet, quoi. Parce qu'effectivement, le fait de se nourrir constamment d'informations, c'est parfois une forme de procrastination aussi. C'est une manière de repousser l'action à plus tard, parce qu'on se dit que tant qu'on n'a pas tout vu, tout compris, on ne peut pas agir. Et vu qu'il y a de toute façon des centaines de minutes de vidéos publiées chaque jour, et qu'on ne pourra jamais tout voir, par définition, on ne sera jamais prêt. Donc, c'est aussi accepter de se lancer avec une information partielle. On devient une sorte de consommateur de contenu inspirant. Exactement. C'est un peu ça. Si c'était Alors, un métier... en soi, sur le moment, ça nous fait du bien. Hein, on a l'impression d'apprendre des choses. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement dans votre vie ? Oui. Ça, c'est la vraie question. Exactement. J'avais écrit un article sur le blog il y a longtemps sur la différence entre les consommateurs et les producteurs. C'est exactement ça le sujet. C'est
En gros, les gens qui s'enrichissent, c'est les gens qui produisent, c'est pas les gens qui consomment. Donc pour faire face à la paralysie de l'information, je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent, premièrement d'écouter que le Manal Show. Non, je plaisante bien sûr. En tout cas, de définir le domaine dans lequel vous avez envie d'évoluer, puis de choisir de sélectionner les contenus qui vous inspirent pour ne pas avoir une diversité d'informations qui vont plutôt vous freiner plus qu'autre chose. Ouais, c'est très important, mais regardez, chacun peut regarder les informations qu'il lit, les podcasts qu'il écoute à chaque fois, et regardez, voilà, quand moi j'ajoute une nouvelle source, pour moi, la source, elle est en test. Elle est en test, et je regarde les premières fois si ça m'apporte de la valeur, si ça me fait avancer, si ça me fait agir, et si c'est pas le cas, j'enlève la source. Et puis régulièrement, il faut nettoyer ces sources. Ouais, c'est une bonne technique, ça. Donc du coup, vous faites le tri. Je fais constamment le tri, pour avoir. Moi, idéalement, effectivement, c'est d'avoir 1 ou 2 personnes à écouter par domaine, et ça suffit largement. Très bien. On dit souvent que l'argent révèle qui on est vraiment. Qu'est-ce que le fait de gagner beaucoup d'argent a révélé chez vous ? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense que ça me met en meilleure posture pour aider les autres, en fait. Ça me met en meilleure posture pour consacrer du temps à aider les autres. Chose que je ne faisais pas tant que ça au début, parce que j'étais dans cette dynamique, dans cette urgence aussi de développer les choses pour moi. Et j'ai un peu l'impression d'avoir atteint un niveau où en fait je peux me permettre de faire beaucoup plus ce genre de choses. Il y a un peu un passage de relais, quoi, d'une certaine manière. Alors, je parle comme si j'avais... Ça a développé votre côté altruiste ? Ouais. Ouais, Je dirais ça, ouais. Ah d'accord, donc plus d'altruisme, plus d'authenticité dans les relations, et vous avez développé vos relations sociales, vraiment. Oui, moi je passe mes journées au téléphone à échanger, à rencontrer des gens, chose que je ne faisais pas avant, que je n'aimais pas spécialement faire avant, je voyais pas l'intérêt. Mais là, comme on est dans une dynamique commune, on partage des choses en commun, en fait ça se fait naturellement. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement dans votre parcours ? Ça a été vraiment de quitter le salariat, quitter ce truc, parce que ça représentait pour moi quand même la sécurité. Oui. Et puis on a été formaté pour ça aussi. On a été complètement formaté pour ça. Et donc le plus difficile, ça a été vraiment de fermer cette porte-là définitivement, parce que j'avais mis ce pied dans l'entrepreneuriat, mais avant de sauter complètement le pas, et avant même psychologiquement d'avoir refermé cette page de ma vie entièrement, j'ai mis du temps. Intellectuellement, je l'avais fait évidemment, mais émotionnellement, le temps de le faire entièrement et de boucler la boucle, c'est ça qui a été le plus difficile. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est sans regret ? C'est sans aucun regret. Sans aucun regret, j'imagine. Sans aucun regret. Aujourd'hui, je sais que je ne serai plus jamais salarié. C'est complètement impossible. Vous, Mickaël, vous accompagnez de nombreuses personnes à travers votre académie Esprit Riche. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les gens font dans la gestion de leur argent ? Alors, il y a des choses qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que l'erreur la plus fréquente, déjà, c'est de ne pas compter, de ne pas connaître ses chiffres, de ne pas savoir combien on dépense et par quel type de catégorie. Déjà, ça, c'est le premier point. Après, c'est de ne pas agir concrètement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on n'a pas les finances qu'on veut. C'est de ne pas passer à l'action. Ça, c'est les erreurs les plus courantes. Et puis l'autre aspect, globalement, ça va être autour de son style de vie. C'est plus général, ça. C'est que globalement, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils font ce qui s'appelle l'inflation du style de vie. C'est-à-dire que plus ils gagnent d'argent, plus ils dépensent d'argent. Ce qui se passe quand on fait ça, c'est que on peut pas s'arrêter. On peut même pas choisir de passer à mi-temps dans son boulot parce que en fait, on a augmenté son niveau de dépense. Et on l'augmente constamment. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Et le corollaire de ça, c'est vraiment, par exemple, aussi les personnes qui ils veulent acheter leur résidence principale et ils vont acheter la maison ou l'appartement le plus grand possible, le plus cher possible. Donc ça va les mettre au taquet en termes de remboursement et d'endettement. Et ça rend après, ça met la pression sur le fait d'avoir des revenus de même niveau. Et en plus, ça rend difficile le fait d'emprunter puisqu'on est endetté et lourdement. Donc voilà, c'est les erreurs les plus courantes que je vois faire autour de moi.
D'ailleurs, moi, ça me rappelle quelque chose que j'avais lu. Alors, je me souviens plus dans quel livre exactement, mais je ferai des recherches pour partager la référence, qui disait que finalement, vous savez, on a l'habitude de dire il faut vivre selon ses moyens. Et en réalité, il faut apprendre à vivre un peu en dessous de ses moyens pour justement ne jamais être dans le besoin et pouvoir réinvestir de l'argent et faire fructifier tout ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors évidemment, tout ça est relatif, c'est-à-dire que c'est plus facile à faire quand on a un gros salaire. Oui. C'est plus facile à faire quand on n'est pas en région parisienne. Voilà, tout ça est relatif. Mais oui, dans l'absolu, bien sûr, il faut vivre avec beaucoup moins que ce que l'on gagne. Il y a quelqu'un j'aime bien cette citation, qui disait: n'achetez pas la deuxième voiture avant d'acheter le premier investissement. Ouais, donc c'est savoir placer son argent, investir intelligemment. Ouais, c'est dépenser consciemment et investir. Est-ce que tout le monde mérite d'être riche, pour reprendre le titre d'un best-seller français? Le titre, il est très bon. Après, je le trouve, je connais bien l'auteur, je le trouve hyper démagogue, le titre. Mais c'est un bon titre. Mais non, tout le monde ne mérite pas d'être riche. Pour quelle raison? C'est les gens qui se bougent qui méritent d'être riches. Ceux qui travaillent. Bien sûr, ceux qui travaillent, ceux qui réfléchissent, ceux qui apportent de la valeur. Et quand je dis créer de la valeur, c'est pas travailler dur et se tuer à la santé. Hein. Parce que c'est ce que je croyais, moi, au départ. Travailler dur, pour moi, c'était enchaîner 15 heures de boulot dans un boulot physiquement contraignant. Et ça, c'était travailler dur. Mais en fait, j'ai compris que c'était pas du tout ça qui rendait les gens riches. Alors, c'est quoi travailler dur pour vous? C'est travailler intelligemment. Travailler intelligemment, ouais. C'est-à-dire... C'est ce que je répète souvent. Bah oui, créer de la valeur et donc travailler de manière intelligente, penser à construire un système, déléguer ce que l'on peut déléguer. Voilà, de ne pas se tuer à la tâche, ça ne sert à rien. De ne pas chercher à réinventer des choses qui ont déjà été inventées 25 fois. Comme je dis souvent, quand on a un problème, la réponse, c'est tout le temps qui. Qui peut le faire à ma place? Qui peut m'aider? Qui peut m'apprendre? C'est qui? Tous les problèmes du monde peuvent être résolus par qui? Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir partagé votre expérience, votre parcours et tous vos conseils. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Alors, il n'y a pas de piège, hein. L'objectif, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Je bois un verre d'eau. Quelle est la personne que vous admirez le plus? Warren Buffett. Quel est le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? De bien manger. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Je sais pas, ça fait un moment que j'ai pas lu de livre. Quel livre offririez-vous en premier? La semaine de 4 heures. Quel animal vous représente le mieux? Je sais pas. Le lion. Quelle application utilisez-vous le plus? Google Agenda. Si vous disposiez de 100 € et pas un de plus, dans quoi les investiriez-vous? J'achèterais des livres. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? Au bord de la mer. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Que tout est possible. Dans quel domaine pouvez-vous dépenser sans compter? Pour apprendre. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous? Warren Buffett. Quelle a été la rencontre la plus marquante de votre vie? La rencontre avec mon mentor, cette personne qui m'a montré ce que c'était l'entrepreneuriat sur le web. Quel est votre plus grand regret? J'ai pas de regret. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui? La diversité de ce que je fais. Et ce qui vous plaît le moins? Les contraintes administratives. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? La patience. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Moi, je me trouve impatient. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? J'écoute un bon podcast. Merci beaucoup, Mickaël Ferrari, d'avoir répondu à mes questions. Très bonne habitude avant de dormir. Excellent, le podcast. Alors, dites-moi, vous avez un budget alloué à la formation parce que vous en avez beaucoup parlé? Oui, enfin, j'ai pas un budget spécifique, mais je dépense, c'est là où je dépense le plus, en fait. Je dépense au moins 20 000 € par an à chaque fois pour me former. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, c'est hyper important. Hein. En tout cas, merci encore, Mickaël Ferrari. Et si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Y a deux choses. Il y a soit mon blog, esprit-riche.com, soit ma chaîne YouTube, qui porte le même nom, ou Mickaël Ferrari, sur laquelle je publie régulièrement des vidéos.
Voilà, Très bien. C'est les 2 endroits où je suis le plus actif. Esprit riche, nous de toute façon, on va partager les références sur le site lemanalshow.com. Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup. J'espère que cet entretien avec Mickaël Ferrari et tous ses conseils vont vous aider à votre tour à mieux gérer vos finances et à développer un esprit millionnaire. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de cette minorité de gens qui vont au bout des choses et je vous en félicite. Pour aller encore plus loin, sachez que chaque vendredi, je partage avec les membres de ma communauté des contenus exclusifs à haute valeur ajoutée que je teste personnellement et pour les découvrir, vous avez une seule chose à faire, vous rendre sur le site lemanalshow.com et me laisser votre meilleure adresse mail. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao!